on va parler de transition agroécologique. Comme je disais, c'est plus un terme du Nord, de l'Occident. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui vont résonner avec ce que vous avez présenté, Aurélie. Donc, moi, essayer de répondre à la question très difficile qui est, est-ce que transitionner vers des pratiques effectivement plus durables va permettre de mieux nourrir la planète et va permettre de nourrir effectivement 10 milliards de personnes, puisque c'est un frein ou un accélérateur. Et je vous préviens tout de suite, je n'ai pas forcément la réponse. Juste en un mot, Carbon Farmer, donc on est un opérateur de la transition agroécologique via les financements carbone. Donc on accompagne en fait la chaîne de valeur agroalimentaire qui comprend donc les agriculteurs, les coopératives et l'industrie alimentaire dans une réduction de l'empreinte carbone avec derrière des financements qui vont provenir d'entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions carbone sur des projets locaux offrant des nombreux co-bénéfices et des industriels alimentaires qui sont prêts à également financer ce qui va représenter pour eux une réduction de ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions amont qui représentent une grande partie de l'impact carbone d'un produit alimentaire. Donc, c'est des investissements qu'on va flécher à la fois vers les agriculteurs qui nous permettent de transitionner en sécurisant leur transition, qui est coûteuse, on va le voir, et également offrir aux autres acteurs, que sont les coopératives, les négoces, un modèle étendu de revenus qui leur permet aussi d'être intéressés par accompagner cette transition de leurs agriculteurs. On est présent, donc on a été créé il y a 1 an. On est présent en France sur plusieurs régions, Grand Est, Hauts-de-France, Pays de Loire, Auvergne et Rhône-Alpes. Et on a permis aujourd'hui d'engager 200 agriculteurs dans leur transition. Alors, en intro, et on va pour éviter de paraphraser, mais il y a eu trois facteurs qui ont permis vraiment de booster l'agriculture, la révolution verte que vous évoquiez, Aurélie. Il y a de l'eau en quantité, et notamment, vous l'évoquez via notamment les nappes phréatiques, donc ça n'a pas toujours été fait dans des conditions très durables, mais l'eau a été une ressource considérée comme gratuite et facile. La fertilisation, donc là on parle de fertilisation minérale, hein, donc celle qui aujourd'hui est produite par l'industrie et qui représente 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, hein, les fertilisants des sociétés entre autres qui ont russes et ukrainiennes, mais pas que. Et vous avez les phytosanitaires qui ont également été utilisés de façon très abondante, peu chère, et qui ont permis de booster la production. Ces 3 ressources, aujourd'hui, elles posent problème, ces 3 intrants. L'irrigation a un petit souci puisque on a vu que ce soit lié aux sécheresses, mais également lié finalement au tarissement des nappes phréatiques, une disponibilité qui diminue. Alors, vous évoquiez l'Espagne. L'Espagne est un cas, effectivement, enfin tout le bassin méditerranéen est un cas problématique, mais également la Californie, enfin différentes zones, le Mexique également qui souffre aujourd'hui d'un surpompage des nappes. La fertilisation qui repose sur la production, sur des énergies fossiles, à la fois pour capter l'hydrogène du méthane, mais également chauffer un procédé chimique qui consiste à chauffer et à offrir une grande pression, donc qui consomme énormément de ressources fossiles. Donc, son prix a fortement augmenté suivant les cours fossiles. Sa disponibilité a diminué avec l'invasion de l'Ukraine et son impact est très négatif, notamment pour tous les nitrates et la pollution de l'eau qui aujourd'hui est engendrée. Donc, on a beau parler d'agriculture de précision, d'en mettre le moins possible, les fertilisants d'origine azotée aujourd'hui sont une cause quand même d'impact sur la nature très importante. En revanche, effectivement, ils ont permis d'avoir des rendements très élevés. Les phytosanitaires, leur prix a également suivent également une courbe ascendante et leur impact sur la biodiversité est également très questionné. Même les fongicides qu'on estimait un peu moins dangereux, on se rend compte au fur et à mesure qu'on découvre qu'on améliore la connaissance des sols
le rôle essentiel des champignons dans la terre aux côtés des bactéries pour rendre les sols résilients. Donc, les phytosanitaires aujourd'hui sont de plus en plus également questionnés. Bon, et ça, évidemment, ça pose un problème puisqu'on cette agriculture, cette transition, révolution verte a permis globalement de doubler les rendements par hectare depuis les années 60. Donc il n'est pas facile de s'en passer, dit autrement. Alors, est-ce que l'agroécologie, c'est la solution? Grande question. Alors, petit point sémantique, on parle beaucoup, il y a pas mal de termes qu'on voit apparaître. On parle d'agriculture de conservation, l'agriculture régénérative, ça vient plutôt des États-Unis. Aujourd'hui, on parle d'agriculture bas carbone aussi, puisque on sait aussi que l'impact de l'agriculture sur les gaz à effet de serre est très élevé. C'est 25% dans le monde, c'est 19% en France. C'est plus dans le monde parce qu'il y a l'effet de la déforestation, notamment en Indonésie, enfin en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, qui effectivement est intégré dans le calcul des gaz à effet de serre causés par l'agriculture. Donc la grande question, est-ce que c'est demain la solution, puisque on a des systèmes industriels, d'agriculture industrielle, qui ont reposé sur des matières premières, des intrants peu chers, l'eau et la chimie en gros, qu'aujourd'hui ces intrants sont soit rares, soit chers, donc il faut faire autrement. Alors, peut-être juste en quelques mots, de quoi on parle quand on parle d'agroécologie ou d'agriculture de conservation. Là, je vous ai pris des leviers d'un label qui s'est développé en France et qui est relativement en avance sur l'échelle européenne, qui est le label bas carbone, et qui préconise et qui certifie un certain nombre de méthodes agricoles qui font souvent appel aussi aux pratiques traditionnelles, pas toutes, mais une partie. Dans les grands leviers, pour limiter l'impact carbone, mais également permettre au système d'être plus résilient, on a la réduction de la fertilisation azotée, donc les fameux engrais minéraux qu'on a évoqués. On a le remplacement progressif par des engrais d'origine organique, donc c'est-à-dire issus des animaux, issus de la méthanisation également. Donc on a le lisier, on a les fientes de volaille, ce qui, soit dit en passant, permet aussi de justifier, d'expliquer pourquoi la polyculture élevage est importante, et vous l'évoquiez aussi Aurélie et Hélène au début, c'est-à-dire qu'effectivement il s'agit aussi d'avoir des systèmes de ne plus penser en termes de monoculture intensive, mais de complémentarité. Et là, on a un exemple très clair, que diminuer l'élevage et réduire trop fortement l'élevage, comme ça a été le cas par exemple dans le nord de la France, aujourd'hui pose un vrai problème pour des agriculteurs qui veulent transitionner et veulent progressivement diminuer les engrais minéraux pour des engrais organiques. Parce que du coup, ils sont obligés de les faire venir de plus loin. Or, l'engrais organique, c'est 20 € la tonne. Et 20 € la tonne, vous ne faites pas transporter de l'engrais organique sur 500 km si vous devez payer le transport. Donc, il faut à tout prix que cette polyculture élevage soit locale. Dans les assolements aussi, augmenter les assolements en grande culture, donc introduire des légumineuses. Et là se pose effectivement la question aussi des débouchés. Alors, bonne nouvelle, les légumineuses, donc les lentilles, les pois, on en mange de plus en plus. On s'est rendu compte aussi que les animaux pouvaient parfaitement en manger aussi à la place du soja brésilien issu de la déforestation. Donc, pour le coup, tout ce qui est protéines végétales n'a pas vraiment de problème de débouché aujourd'hui en Europe. Une des grandes techniques aussi traditionnelles, c'est ne jamais laisser le sol à nu. Donc, c'est couvrir le sol en interculture. Donc là, on parle des cultures de printemps. Donc, entre la récolte du mois d'août et la culture de printemps du blé, par exemple, ou du maïs, on va effectivement jamais laisser le sol à nu. On va faire des cultures intermédiaires qui vont permettre de protéger le sol et créer de la biomasse et de conserver l'humidité. Sur l'élevage, on a des leviers qui consistent à de mieux gérer les déjections animales. Et là, peut-être que effectivement la technique traditionnelle d'épandage doit
doit être vu. Donc, tout n'est pas non plus bon à prendre dans les techniques traditionnelles, puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas non plus les effets des émissifs de l'épandage traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous épandez des déjections animales en engrais organiques, si vous les enfouissez pas rapidement ou s'il pleut pas très vite derrière, vous avez des émissions de protoxyde d'azote qui sont extrêmement nuisibles, puisque l'effet gaz à effet de serre est très important. Et vous avez ensuite des leviers de réduction sur la gestion du troupeau. Et là aussi, les technologies, l'agriculture moderne n'a pas que des inconvénients. C'est-à-dire, pour réduire l'intensité carbone de la viande ou du lait, il faut une certaine productivité du troupeau, c'est-à-dire que, par exemple, la période entre deux vélages soit réduite, alors que les techniques traditionnelles, je dirais, l'élevage traditionnel, il diminue en performance. Et je vous donnerai juste un exemple, c'est le lait produit en Afrique subsaharienne dégage 6 fois plus de gaz à effet de serre qu'un litre de lait produit en Europe occidentale. Donc, là aussi, il y a aussi l'importance d'intégrer des techniques plus modernes, d'avoir effectivement un vétérinaire, par exemple, plus présent, et ne pas compter que sur le traditionnel, même si l'essentiel peut venir du traditionnel. Voilà, bon, je vais passer rapidement parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, le gros avantage, et c'est aussi la raison d'être de Carbon Farmer, c'est qu'à partir du moment où vous implémentez ces pratiques, vous avez effectivement un impact carbone dont on va voir quelques chiffres derrière, et que cet impact carbone, il a des tas de co-bénéfices très importants sur la fertilité, parce qu'à partir du moment où vous augmentez la matière organique dans les sols, vous augmentez la fertilité, vous augmentez l'humidité, vous augmentez la résistance justement du sol en période de sécheresse, vous augmentez la biodiversité. On n'a pas parlé aussi d'une pratique très importante qui a été, alors, une pratique pareille, qui a été traditionnelle, qui était faite sans moyens mécaniques, qui est le labour. Avant, on labourait un peu, mais on labourait avec la traction animale. Donc, forcément, on labourait pas très profondément. Sont venus les tracteurs de 200 chevaux, voire plus, et on s'est mis à labourer à 50 cm en pensant que plus on labourait profond, plus on détruisait les racines et les graines les mauvaises herbes. Et donc, mieux la terre, mieux les rendements allaient se porter. Bon, aujourd'hui, on a vu que cette pratique est très nuisible à la biodiversité, la microbiodiversité, c'est-à-dire celle invisible, à l'échelle des bactéries et des champignons. Donc là aussi, le labour traditionnel est aujourd'hui remis en cause et doit aujourd'hui s'adapter vers des techniques beaucoup plus légères de travail du sol qui permettent de préserver la vie dans le sol et donc la dégradation de la matière organique et la fertilité et le circuit de nourriture des plantes par le sol. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a des contributeurs, on a des entreprises qui sont prêtes à payer pour ça. Et vous parliez, Aurélie, du lien urbain-rural. Là, on a des exemples très concrets, c'est-à-dire que les entreprises sont aujourd'hui de plus en plus impliquées dans la résilience des territoires et sont prêtes à financer des projets qui sont en dehors de leur chaîne de valeur. Je pense à La Poste, par exemple, qui cherche à maintenir son ancrage territorial, pas une entreprise plus ancrée que La Poste, et qui, via notamment le financement de projets qui permettent la résilience des territoires, de l'agriculture sur certains territoires et de certaines filières. Et une fois de plus, le polyculture élevage est un bon exemple de milieu agricole qu'il faut à tout prix préserver. Donc, ces financements permettent à leur tour aux agriculteurs de transitionner. Deux chiffres, pour que vous ayez une petite idée de quoi on parle en termes de carbone et de décarbonation. Le lait, en gros, c'est 1,2 kg de CO2 par litre de lait, 1,2 kg équivalent CO2 par litre de lait produit. Les pratiques régénératives permettent en moyenne de diminuer d'un quart, de passer à 0,9, ce qui reste énorme, hein. On a quelques agriculteurs qui sont best in class, qui arrivent à 0,55, 0,60.
qui notamment adoptent des pratiques très vertueuses, ce qui représente pour une exploitation moyenne en France 90 tonnes. 90 tonnes, c'est les émissions de 10 Français, en gros, aujourd'hui 9 Français à l'année. Donc, une exploitation qui passe en transition agricole, élevage laitier, permet en gros de gommer les émissions d'une dizaine de Français. Donc, c'est beaucoup et c'est peu à la fois parce que il faudrait aller beaucoup plus loin. En grande culture, pareil, si je prends une surface moyenne, donc la grande culture, hein, c'est les céréales, les protéagineux, les oléagineux. On est à peu près, une ferme aujourd'hui émet à peu près 3 tonnes de CO2 en culture traditionnelle, conventionnelle. Les pratiques bas carbone, vertueuses, permettent de diminuer en gros d'une tonne de CO2 par hectare par an, ce qui représente 70 tonnes par exploitation par an en moyenne en France. Pareil, c'est beaucoup, ça fait 10 personnes. Les émissions de 10 personnes, alors les émissions de 10 personnes aujourd'hui, hein, c'est des émissions de 35 personnes en 2050 si on veut éviter la catastrophe et qu'on veut rester en dessous des 2 tonnes de CO2 par personne. Il y a quand même un certain nombre de challenges et le premier, et pareil, pour faire le lien avec ce que disait Aurélie, c'est que il y a des savoir-faire qui se sont perdus. Donc, il y a besoin d'expertise. Aujourd'hui, les conseillers agricoles, que ce soit ceux des chambres d'agriculture en France, des coop, des négoces, aujourd'hui ont été formés sur les bases de l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'ils savent très bien conseiller un agriculteur sur l'usage des phytos ou sur son dosage minéral d'origine azotée. Ils savent beaucoup moins lui parler du sol. La recherche a beaucoup porté sur les plantes, a peu porté sur les sols. Donc, il y a un manque d'expertise aujourd'hui et les conseillers agricoles qui connaissent bien les sols, les experts agroécologiques, s'arrachent. Aujourd'hui, il y a vraiment, ils se font chasser comme les data scientists, c'est pareil au niveau des experts du sol. Donc aujourd'hui, on a un gros challenge sur l'expertise, sur l'accompagnement, d'autant plus que cette transition est synonyme de rendement en baisse à court terme. Pourquoi? Parce que les engrais, rien ne vaut un engrais azoté fort. C'est vrai que la monoculture brésilienne, elle fait des miracles. Pourquoi? Parce que vous mettez beaucoup d'eau, enfin l'eau tombe, et vous mettez beaucoup d'engrais et ça pousse tout seul. Quand vous transitionnez, c'est plus compliqué. Et j'aime beaucoup la comparaison que m'avait fait un jour un expert. Il m'avait dit l'agroécologie, c'est à la médecine ce que l'homéopathie ou la naturopathie est à l'allopathie. C'est-à-dire que la chimie, vous suivez les instructions, c'est simple. Vous avez un cahier, vous avez les fiches techniques faites par les gros industriels de l'agrochimie, vous suivez. Le sol, c'est chaque contexte est particulier. Chaque terre est différente et nécessite une adaptation. Donc, un peu comme la naturopathie. Donc, aujourd'hui, cette expertise fait réellement défaut. Deuxième frein, le financement. On en parlait. Donc, ça, c'est la raison d'être de Carbon Farmer. Mais aujourd'hui, pour transitionner, il faut à la fois des crédits carbone, c'est-à-dire aujourd'hui des financements qui proviennent de l'extérieur et qui vont investir dans cette transition, ainsi que des primes filières de l'industrie alimentaire. Là, je rebondis sur une des questions du chat qui était il faut informer le consommateur. Oui, il faut lui expliquer, c'est vrai, il faut lui dire pourquoi il va payer demain son lait, sa baguette, son kilo de pâtes plus cher si on veut des systèmes résilients, capables de s'adapter et de participer aussi à la limitation du changement climatique. Et puis, troisième point, c'est la confiance. Le carbone, la biodiversité, ça reste des choses difficiles à mesurer. Ça reste, alors la biodiversité, on peut l'observer, mais la quantifier à grande échelle, c'est plus compliqué. La biodiversité dans le sol, elle nécessite beaucoup de mesures. Le satellite ne va pas tout faire, donc, et l'intelligence artificielle non plus. Donc, il y a une confiance du système. Avoir confiance dans les données, avoir confiance dans comment on calcule, comment on génère un crédit carbone, qu'est-ce que c'est, comment on s'assure que c'est pérenne, donc que l'agriculteur ne va pas revenir à des pratiques agricoles émissives, plus émissives derrière. Donc, il y a quand même ce souci. Je vous montre juste comment ça se passe, un financement justement, qu'est-ce qu'on peut dire à un acheteur de crédit carbone. Donc là, par exemple, vous avez un groupe de 5 agriculteurs dans l'Ouest.
très performants qui vont ensemble, ces projets collectifs, permettre d'économiser ou de stocker 3000 tonnes de carbone en 5 ans. C'est un projet qu'on propose à 44 € la tonne de CO2 et on explique à l'acheteur, au financeur, qu'il ne va même pas financer la moitié, il va financer 90%. Pourquoi? Parce qu'on lui explique très clairement les leviers qui permettront d'atteindre ces 3000 tonnes. Alors certes, il y a des leviers à coût négatif, comme par exemple, il va réduire ses frais de vétérinaire parce qu'il va y avoir moins de certaines maladies liées à certaines pratiques comme l'ensilage, mais il va y avoir aussi une augmentation du cheptel à financer parce que la production par vache va diminuer. Ce qui peut paraître paradoxal, l'intensité carbone va diminuer par litre de lait, mais il y aura plus de vaches sur son troupeau. Donc, il faut être très transparent, très didactique quand on parle de financement de la transition. C'est ce qu'on essaye de faire à travers voilà, cette illustration. Et je conclurai par quelques points. Donc, la transition est possible, oui, mais elle est très coûteuse. Là, je vous ai montré un coût, mais en gros, on estime qu'en grande culture, il faut 60 à 70 € par équivalent de tonnes CO2 et gagner, enfin séquestré ou émissions réduites. Donc, c'est cher. Donc, ça nécessite un appui financier de tous. Je vous ai parlé des financements privés, mais il y a aussi les financements publics, évidemment. Une partie de la PAC qui va être réaffectée, une partie croissante qui va être réaffectée justement aux pratiques agroécologiques. Il y a les régions qui peuvent financer, bien sûr, aussi, à travers des différents mécaniques aujourd'hui qui commencent à exister. Il peut y avoir la FAO ou des organismes internationaux, évidemment. Les rendements, j'ai pas évoqué la baisse des rendements parce qu'il n'y a pas forcément consensus scientifique sur la baisse. On sait que ça peut baisser à partir du moment où on enlève ce booster que sont les fertilisants minéraux, mais les études montrent qu'au bout de 3 à 4 ans, les rendements reviennent grâce à la fertilité intrinsèque du sol et voire peuvent être augmentés à plus long terme. Par contre, gros bénéfice, on parle de résilience multiple. Alors, je sais bien que c'est un mot très allemand de la résilience, mais là, on parle de résilience économique des agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent moins des intrants extérieurs aujourd'hui ou de l'eau. Aujourd'hui, un éleveur, effectivement, enfin un agriculteur, pardon, qui doit anticiper le prix des fertilisants qui ont explosé à plusieurs mois, c'est pas son travail et il ne saura pas faire et c'est très compliqué. Et en plus, il y a une rareté sur le marché. Donc, la résilience économique via la moindre dépendance, donc l'autonomie accrue des agriculteurs, les écosystèmes préservés, ça Aurélie l'a bien évoqué, mais là, effectivement, on parle d'écosystèmes micro à l'échelle microscopique aussi, et résilience du système alimentaire, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté. Je pense que ça aussi, ça va guider beaucoup de politiques nationales, d'avoir sur leur terre, dans leur pays, de quoi effectivement nourrir la population en ces temps d'incertitude géopolitique. Voilà, merci. Je vais essayer d'aller vite. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi, Jean-Marc. Une question avant de se quitter pour Jean-Marc, qui se lance. Je veux bien me lancer. Merci beaucoup en tout cas, Merci, Jean-Marc. C'était très très intéressant. J'avais une question parce que vous parliez justement du coût carbone du litre de lait produit en Afrique versus le coût du coût carbone produit en Europe. Et il y avait un multiple de 6 et ça me paraît énorme. Est-ce que vous seriez en capacité de me détailler un peu pourquoi il y a un multiple de 6 entre ces deux continents? Oui, parce qu'en fait, c'est le rendement. C'est qu'en fait, et c'est là tout le paradoxe, hein, c'est-à-dire que pour diminuer l'impact carbone du lait, il y a effectivement il y a plusieurs leviers que peuvent pas se permettre forcément des éleveurs du Kenya, par exemple, qui est la génétique. Vous allez sélectionner des races plus productives. Vous allez effectivement avoir du conseil nutritionnel qui va vous permettre d'équilibrer et d'augmenter la prise calorique de la vache, hein, ce qui va ressortir sous forme de lait. Donc une meilleure alimentation. Et vous avez cette gestion également de la fertilité, c'est-à-dire qu'en Europe, on se débarrasse très vite des vaches qui ne sont pas fertiles ou qui mettent du temps à être inséminées. Alors que effectivement, quand on a 3 vaches et que ça fait partie de
de son actif, quoi, enfin de son patrimoine, bah, on ne va pas se débarrasser de la vache comme ça. On va accepter sa fertilité moindre. Et qui dit fertilité moindre, là on rentre dans des courbes de lactation, c'est-à-dire vous allez avoir la vache qui va produire du lait juste après son vélage, mais en fait la courbe, elle descend au fur et à mesure et au bout de 2-3 mois, la vache commence vraiment à réduire sa production de lait. Donc si la vache, elle va mettre 2 ans à avoir un nouveau veau, elle va quasiment plus produire de lait, voire plus du tout. Donc vous allez continuer à la nourrir, elle va continuer à éructer, elle va continuer donc à émettre du méthane, sans production de lait en face. Donc, si je ramène au litre de lait produit, on parle vraiment d'intensité carbone et pas d'impact carbone au global, parce que là, je suis d'accord avec vous, la vache, toute seule, vu qu'elle mange moins, elle produit moins de lait, elle va émettre moins de méthane, puisqu'elle va elle va avoir une fermentation entérique, donc dans ses estomacs, qui va générer moins de méthane. Donc ça, c'est vrai. Mais ramener au litre de lait, c'est quand même la métrique qui compte aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Je ne sais pas si j'ai Très Gauthier, clair. Si, c'est très clair, merci. Gauthier, dernière question avant qu'on clôture. Merci Jean-Marc pour la présentation, c'était passionnant. Moi, j'ai une question. Dans votre expérience justement d'accompagnement des fermes à la transition agroécologique ou en agriculture régénérative, est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à des formes de contradiction entre la diminution des émissions carbone des cultures ou des fermes et la préservation ou la restauration de biodiversité, puisque, je ne sais pas, par exemple, j'ai en tête que l'élevage intensif émet moins de carbone que certains élevages extensifs. En revanche, il y a des bénéfices de biodiversité qui ne sont pas les mêmes. Et donc, est-ce que vous avez, dans l'expérience, eu des situations similaires où la protection de l'environnement ou la restauration de l'environnement vient être opposée à la diminution de l'empreinte carbone des cultures ou des systèmes de ferme? C'est particulièrement vrai en élevage, un peu moins en grande culture, puisque effectivement aujourd'hui il y a une telle pression sur les coûts des intrants qu'effectivement on arrive à diminuer les intrants et tout en maintenant la production, donc à diminuer l'impact environnemental. Mais par contre sur l'élevage, effectivement, une vache qui produit 12 000 litres de lait, par exemple si on prend les ultra productives aux Pays-Bas ou au Danemark, vont effectivement émettre beaucoup moins de litres de lait, beaucoup moins de méthane par litre de lait. Il y a un autre facteur aussi, c'est que les grandes exploitations, je pense à l'Amérique du Nord par exemple, ont les moyens de financer une méthanisation sur la ferme, une récupération immédiate du lisier, qui donc n'a pas le temps d'émettre le protoxyde d'azote également. Donc, il est tout de suite couvert, passé dans le méthaniseur, ce qui fait que vous avez un impact quasiment neutre. La ferme peut pratiquement devenir neutre, alors que sur le papier, elle est archi-intensive. Les bêtes ne vont jamais d'or, parce que le principe d'une méthanisation sur l'élevage, c'est pas le pâturage. Il faut que les bêtes restent à l'étable et que le lisier soit récupéré directement. Donc, vous voyez, effectivement, en élevage, il y a beaucoup de contradictions. Bon, merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette session aujourd'hui. Merci Jean-Marc pour l'intervention.